Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'enquête 52 minutes pour comprendre. Le secteur agricole constitue le principal moteur de la croissance ivoirienne et emploie environ la moitié de la population. L'agriculture contribue à créer 20% du produit intérieur brut et représente plus de 40% des exportations du pays. L'amélioration de la productivité et la compétitivité des productions agricoles sont donc des défis majeurs pour le secteur. Ce soir, nous allons nous intéresser au Centre national de recherche agronomique, le CNRA. Créé en 1998, ce service public de recherche, avec une gestion de type privé, est détenu à 40% par l'État et à 60% par les opérateurs agricoles et les agro-industriels privés. Les activités de recherche du CNRA ont pour objectif d'améliorer le système de production végétale, animale et forestière de la Côte d'Ivoire à travers des innovations technologiques ou des méthodes de transformation et de conservation du patrimoine agricole. Nous avons donc voulu comprendre comment fonctionne le Centre national de recherche agronomique, quel est son rôle dans le développement agro-industriel du pays, de quels moyens humains et financiers dispose-t-il, comment le CNRA peut-il garantir notre sécurité alimentaire, quelle est l'efficacité des nouvelles techniques agricoles et leurs impacts sociaux et environnementaux. C'est un document exclusif réalisé par Charles Djegou, Zachary Akré, Jean-Noël Kwame, Guy Fato et Liurato. En Afrique subsaharienne, 175 millions de personnes travailleraient dans des exploitations agricoles. Un secteur fondamental pour l'Afrique et bien sûr pour l'économie ivoirienne. En Côte d'Ivoire, c'est le Centre national de recherche agronomique, le CNRA, qui a la responsabilité de mettre en œuvre la politique nationale en matière agricole. Cet institut possède plus de 27 000 hectares de plantations et produit entre autres du café, des bananes, du manioc. Village d'Aoutoué, à proximité d'Alépé, Félicien gère une parcelle familiale de 5 hectares de palmiers à huile, dont les semences proviennent du CNRA. Aujourd'hui pour lui, c'est jour de récolte. Chacun prend un rangé, comme d'habitude. Quand vous ramassez, vous les mettez ça au bord. Là, s'il vient, lui, une fois qu'il vient, il ramasse avec en même temps. Celui qu'on dit quoi? Ça va? Et la récolte? Ça va mieux, d'accord, Dieu merci. Vous travaillez avec combien de personnes? Il y a 4 femmes qui viennent de l'AME, qui viennent nous aider à ramasser les régimes de graines. Et j'ai 2 récolteurs. Félicien s'occupe de cette plantation depuis 3 ans. Ces 6 contractuels peuvent récolter entre 2 et 5 tonnes de régime de graines toutes les 2 semaines. Ah, il y a assez de dégrainés, Vous allez vraiment ramasser beaucoup même. Ouais, c'est des dégrainés même. La pluie qui commence maintenant là, on aura assez de dégrainés comme ça. Qu'est-ce que la pluie vous pose comme problème? Quand ça tombe, les fruits quittent sur le régime. Et pour ramasser, ça fait un peu mal. Ça provoque des pertes? Bon, pas assez de pertes. Le poids diminue un peu. Pas comme ça, déjà, ça peut faire au moins peut-être 15 kilos. Tout ça, c'est revenu à zéro. Au moins, si tu as trop, peut-être 1 kilo dessus. Voilà. Et le kilo fait combien quand vous allez vendre? Bon, le kilo fait ça varie quoi, entre 45 francs, 50 francs au maximum. Toutes les graines sont importantes. Oui. Toutes les graines sont importantes. Très importantes même. La fréquence des récoltes dépend du rendement des parcelles du palmier à huile. En général, elle se fait en 1, 2 ou 3 passages par mois. C'est que ici, même si on a eu 2 tonnes, c'est beaucoup. Non, ouais. C'est moins de 2 là qui n'est pas intéressant. Si on a moins de 2 tonnes, c'est bon. Et comment se fait la récolte? La périodicité? Dans le mois, on récolte 2 fois. Et généralement, ça vous rapporte combien en moyenne? Si on a au moins 6 tonnes, ça peut nous donner au moins 300 000 et dessus. Chaque 2 semaines? Oui, chaque 2 semaines. C'est une activité rentable? Oui, c'est très rentable même. Ça rapporte beaucoup d'argent? Oui, ça rapporte beaucoup d'argent, oui. Mais la récolte cette année n'est pas aussi fructueuse que d'habitude. Non, on fait 21 jours. Ouais, dans le mois, couper une fois, c'est bon. Au lieu de 2 fois. Ouais, tu vois que 2 fois, là, il n'y a rien. Cette année, vraiment, il n'y a même pas de graines. Bon, c'est pas si c'est la pluie de l'année passée qui a causé ça. Tout le monde se demande ça.
Est-ce que ces pieds de palmier qui sont là ont été créés avec des graines de CNRA? Oui. Ça a été créé avec des graines de CNRA. Alors, généralement, qu'est-ce que le CNRA fait concrètement pour vous? Ils font des contrôles. Ce qui ne veut pas, ce qui va, tout ça, ils nous disent comment il faut entretenir le champ, comment il faut nettoyer, comment il faut mettre de l'engrais, tout ça là. Les gars nous parlent de ça, nous disent ça, et puis on suit ça à la lettre. Les ouvriers agricoles regroupent les régimes coupés sur l'aire de collecte. L'objectif de la journée n'a pas été atteint. Félicien est déçu. La journée a été en moyenne passable. Bon, j'ai trouvé un peu de graines. Donc bon, c'est que je suis à moitié satisfait. Et vous voulez atteindre quel objectif aujourd'hui? Et vous Bon, avez atteint combien, par exemple? à tout prix, bon, avoir au moins 5 tonnes. Celle qui est devant moi, il sait que si j'ai trop eu, 3 tonnes. 3 tonnes, ça vaut combien? Bon, environ 200 000. 200 000. Oui, 200 000. Après le travail, chacun doit rentrer chez soi. Et puis leur donner leur petit salaire de la journée. Puis bon, chacun reste chez soi. Le CNRA accompagnerait tous les agriculteurs de Côte d'Ivoire dans leur quotidien pour les aider à mieux exploiter leurs parcelles. Mais alors, qu'est-ce que le CNRA? Le CNRA a été créé en 1998. Sa mission, améliorer les systèmes de production végétale, animale et forestière de la Côte d'Ivoire. Ces laboratoires contribuent au développement du cacao dit Mercedes, du café dit 12 mois et de la banane dite contre-saison. Des variétés qui permettent d'augmenter les rendements agricoles et qui participent à l'autosuffisance alimentaire de la Côte d'Ivoire. Dans la région de Lamé, le CNRA est particulièrement actif. Voici le docteur Jean-Noël Conan. Il est chercheur et spécialiste du palmier à huile. Aujourd'hui, il doit visiter plusieurs agriculteurs qui viennent de se lancer dans la culture de palmier. Il n'y a pas longtemps, les gens ont fait les rabattages. Oui. Ils sont en train de faire ça actuellement. Ils sont en train de faire. Là, le plan qui est là, Non, il n'a pas le même âge que les autres. Il a le même âge? Oui. Mais là, pourquoi il est comme ça? Peut-être que le plan est malade. Vous n'avez pas signalé? Habituellement, vous nous indiquez et puis on vient quand même jeter un coup d'œil. Ça, c'est une anomalie. Les attaques d'insectes qui retardent, dès l'instant où la couronne est attaquée et bouffée comme ça, le plan ne peut pas avancer. Donc, vous auriez pu faire un traitement approprié ou bien bon, là, dans l'état actuel des choses, ce plan, il est déjà, j'allais dire, foutu. Le docteur Conan constate que certains palmiers de cette plantation sont malades. S'il est aussi déçu, c'est que ces palmiers à haut rendement sont le fruit de plusieurs années de recherche et que ce producteur pourrait gagner, s'il en prend soin, jusqu'à 500 000 francs CFA par mois. Monsieur Yapi, il vous a fallu combien de temps pour commencer la production? La pépinière, on a fait 9 mois de pépinière. Et puis, bon, les plants ont fait 3 ans et demi. Et puis, ça a commencé à donner. Vous avez investi combien? Et vous êtes en phase de production. Est-ce que vous avez quelques chiffres, par exemple, à nous donner? Le plan me coûte 1000 francs d'abord par unité. Donc, pour une étape qui fait 140 pieds, donc déjà, ça nous fait 140 000 en termes de plan. Maintenant, bon, à outouer pour nettoyer un champ d'1 hectare, de désherber, autant c'était à 25 000. Et puis, à chaque moment, il fallait nettoyer, faire des ronds. Il est difficile pour le petit paysan d'estimer beaucoup de choses parce qu'en Afrique, on utilise souvent la main-d'œuvre familiale. Le retour sur investissement en termes de culture de palmier à huile, la rentabilité commence avec un minimum de plantation en moins de 5 hectares. En dessous de ça, le retour sur investissement est un peu difficile. Une plantation comme ça qui entre en production peut mettre combien de temps? La durée de vie économique est en moyenne de 25 ans. Parce que ce n'est pas qu'au-delà des 25 ans, le palmier ne produit plus, mais le planteur a des difficultés pour atteindre la couronne pour récolter son résidu. Ok, en tout cas, continuez comme ça. Ce chercheur passionné travaille au CNRA depuis 10 ans. Il a souhaité nous faire découvrir un lieu cher aux chercheurs de cette institution.
Un site qui abriterait depuis 1928 rien de moins que le père de 90% des palmiers à huile mondiaux. Le voici. L'arbre que vous voyez là est l'ancêtre de pratiquement près de 90% des plantations au monde. Il s'appelle Bertédis, il mesure environ 35 mètres, il a 90 ans. L'idée de vente allait jusqu'en Amérique du Sud et autres, jusqu'à ce que récemment il y ait une concurrence dans ce domaine. Grâce à ces semences, le CNRA permettrait aux agriculteurs ivoiriens de vivre. Cette spécialité de palmier à huile est un croisement de différents pays. Pour qu'il naisse, c'est complexe. Première étape, récupérer le pollen présent dans la fleur de palmier. Cette fleur porte les organes mâles et femelles. Et voici comment elles sont fécondées. C'est le pollen qu'on va utiliser pour faire le croisement. C'est la femelle qui est en haut, c'est le mâle qui est dans ça. Et sur cette étiquette, tout est marqué dessus. Le nom du fécondateur, le monsieur qui est là, il s'appelle Zongo, voilà Zongo qui est là. Le numéro du géniteur de l'arbre, et ça, c'est ça qui va suivre le régime jusqu'à la sortie sous forme de graines germées. Cet homme grimpe au palmier pour procéder à la fécondation. Il va injecter dans l'arbre le contenu de la fiole. Cela s'appelle une pollinisation. Mettre là, éviter le vent. Donc, le même main, introduit. Donc, on va commencer la fécondation. C'est fécondé. Donc, si je finis, maintenant j'approche ça sur le fil à plomb. Une fois qu'on a pollinisé, c'est comme je disais, il faut attendre 6 mois pour que le régime arrive à maturité. On va récolter un régime 6 mois après la fécondation, le transférer sur une station pour le traitement. L'étiquette est toujours là, bien ancrée dans le régime. Ces graines sont ensuite transportées jusqu'à un laboratoire du CNRA. Elles y sont triées, conditionnées et vendues aux producteurs pour la réalisation des plantations. Nous sommes au service vente. C'est ici que les paysans s'enregistrent pour avoir accès à ces précieuses graines. Ce monsieur est planteur à Danané, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'année surpassée, j'étais venu acheter. C'était pas le même prix. Oui, ça c'est vrai. Donc, je suis venu avec l'ancien prix. Comme je suis venu que ça a augmenté, je vais aller voir ce que j'ai en poche pour que je les mette ensemble. Ce que j'ai dit, ça peut atteindre. C'est une replantation ou bien c'est une création? C'est maintenant vous êtes en train de faire votre champ? Une création. Une création. Donc en ce moment-là, c'est que vous allez vous coller à l'autre. Si c'est une création, elle a dit si c'est une création, c'est ici. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut regarder. Voilà. C'est-à-dire le même matériel, c'est les mêmes performances. Hein. Pour le paysan, c'est les mêmes performances. Seulement que l'autre, c'est pour contrôler la maladie, la fusariose. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Donc, si c'est une création, vous regardez l'autre côté. 89 000 hectares. Quelle est la différence entre les deux? Vous avez fait tomber, vous avez planté. C'est là. Donc si c'est un nouveau champ, c'est ça qui est vrai. Est-ce que le prix varie en fonction du pays du client? Quand c'est hors du pays, le prix double. Par exemple, quand il est arrivé, quand il m'a dit que c'était en Guinée, je lui ai multiplié le prix à 89 000. Ça vient autour de 178 000. Ce producteur commande pour créer une nouvelle plantation de 2 hectares. Il achète plus de 3000 graines et dépense 94 400 francs CFA. Et là, on va vous donner vos graines. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait plaisir. Je serai très content. Mais ce que je peux demander, parce que chaque année, il y a l'augmentation, c'est pour que le prix soit un peu stable, pour que les agriculteurs ou bien les planteurs soient encouragés de plus. Qu'est-ce que vous pensez des graines? Les graines sont très bonnes, mais c'est le prix qui dérange un peu. En croisant différents types de palmiers, le CNRA a pu mettre sur pied un système de production intensif de semences de palmiers à huile. Des années de recherche qui ont porté leurs fruits. Qu'est-ce que vous avez trouvé au terme justement des recherches? Quand on prend le matériel africain croisé entre eux, les résultats sont mauvais. Quand on prend les Asiatiques aussi croisés entre eux, les résultats sont mauvais. Par contre,
Quand on prend le matériel traditionnel africain et qu'on croise au matériel asiatique, on a un boom au niveau de la production. Donc on est parti d'un rendement d'huile de 2,2 tonnes à l'hectare dans les années 46 à aujourd'hui pratiquement à 3,5 à 4 tonnes d'huile à l'hectare actuellement, avec du matériel vulgarisé actuellement qui est du matériel de second cycle. Les productions de palmiers à huile du CNRA ont pu se développer en se protégeant des maladies qui les menacent. Station expérimentale et de production Robert Michaud de Dabou. Le docteur Sékou Diabaté est le responsable du laboratoire de physio-phytopathologie. Son ennemi, la fusariose. Cette maladie retarde la croissance des pieds de palmier à huile. Nous sommes sur une parcelle qui est décimée par une maladie qu'on appelle la fusariose, qui est une maladie qui est présente dans toutes les zones de production traditionnelle du palmier à huile, depuis la frontière du Ghana jusqu'à Sassandra. Bon, donc là vous avez en face une parcelle, vous avez dedans des pieds qui sont tolérants à la maladie et vous avez des pieds qui sont sensibles à la maladie. Et ça fait un moment qu'on les suit, ils ne produisent plus. Ils ne produisent plus. Et au fur et à mesure de leur développement, là, ils sont toujours effilés comme ça. Ils ont le même âge. Voilà, il n'y a pas de régime. Voilà, pas de régime. Ils ont le même âge que les plants là-bas. C'est des plantations de 1990. Ok. Et ces gens de cas, ils résistent en fait à la maladie. Voilà. Mais ils ne produisent pas. La solution dans un cas pareil, c'est d'abattre la plantation et puis de replanter avec du matériel sélectionné tolérant à la maladie. Sinon, si vous remettez encore un croisement dit classique là-dedans, en un an, votre parcelle disparaît. C'est des carpes du champignon qu'on appelle Ganoderma. Et depuis les années 2000, un champignon, le Ganoderma, s'attaque aux palmiers jusqu'à ce qu'ils pourrissent. Une nouvelle maladie qui contamine le pays et qui a le don d'agacer les chercheurs, car ils n'ont pas encore trouvé de quoi l'éradiquer. Ils surnomment ce champignon le sida du palmier. Aujourd'hui, les agro-industries s'adonnent à ces pratiques-là. Ils importent du matériel de l'extérieur, alors que nous avons des matériels bien adaptés à nos systèmes de culture ici, à nos milieux de culture. Et c'est ces introductions-là qui nous amènent des maladies malheureusement. Et avec le vent, la pluie, même l'homme actuellement, vous marchez dessus. Si tout de suite vous allez à Sassandra, c'est fini, vous allez contaminer le sol à Sassandra avec vos chaussures. Voilà, et c'est comme ça la maladie se propage. Difficile de lutter contre ce mal qui se propage. Le travail d'expérimentation du CNRA est donc indispensable aux producteurs. Les chercheurs prélèvent des échantillons tous les mois sur les parcelles pour les étudier en laboratoire. Comme les variétés qui sont chez les producteurs sont malades, donc on vient en quelque sorte ici les soigner. On va vérifier encore au laboratoire de phytopathologie pour nous assurer, à partir des tests qui ont été effectués, des tests ELISA et autres, et tout ça, PCR, on va s'assurer que le matériel est indemne de virus. Le CNRA possède 3 laboratoires centraux, 2 à Abidjan, 1 à Bouaké. Et pour s'assurer de la pérennité de leur matériel végétal, ils conservent des plants de chaque variété de plantes dans une phytothèque, comme le manioc, la banane, le cacao, l'ananas ou encore le café. Ici, nous avons la phytothèque de manioc. Tout ce qui est là, ce sont les variétés de manioc. Nous avons aussi des variétés d'ananas. Mais là, c'est de la patate douce. 6h30 du matin, direction la station régionale du CNRA à Abengourou. Un domaine de 500 hectares sur lesquels sont cultivés l'EVA, le cacao et le café. Près de 200 contractuels et 21 agents travaillent pour assurer l'entretien des parcelles. Ils sont payés environ 1500 francs CFA par jour, mais avant de commencer à travailler, on commence par répartir les équipes. Bon, on va faire la répartition.
du travail de ce matin. Celle que je vais appeler là, équipe H4 pochage, elles vont se mettre là. Fadoya, Mam, Sanata, Oule Geneba, Tita Sangare, et tout ça, Paul. Voilà, ok. Donc tu vas sur le pochage de H4. C'est-à-dire vous avez le nettoyage, toutes les lignes. Faites un pochage bas, à ras le sol. Ne laissez pas les lianes autour des pieds. Vous faites à ras le sol. Hein? Dans 15 à 20 minutes, je passe pour voir sur le travail, c'était bien fait. D'accord. Bon, allez-y. Le centre d'Aben Gourou expérimente et met en valeur les semences produites dans les laboratoires du CNRA et plus particulièrement le café. Si en 2017, la Côte d'Ivoire a produit environ 30 000 tonnes de café, en 2016, elle en produisait 3 fois plus. Sa production a donc chuté de 73%. Pour inverser la tendance, les chercheurs testent une nouvelle variété de café sur une parcelle de 32 hectares. Des arbres pouvant produire en seulement 12 mois, mais les plants nécessitent un entretien régulier. Voilà, coupez bien très bas, très bas, très bas. Il ne faut pas couper les dessus, voilà. Ça, c'est les gourmands qui sont là. Ça, c'est les gourmands. Donc il faut les enlever. Il faut les enlever. Parce que si on ne les enlève pas, il peut se former comme le bois de café même. Et puis ça va jouer sur la production du pied. Combien de temps est-ce qu'elles travaillent, les femmes? Les femmes, bon. Ouais. Elles ont le contrat de 6 mois. 6 mois renouvelables. Pendant 6 mois renouvelables. Ça commence à quelle heure? De 6h30. Maintenant, comme là, c'est les contrats qu'on donne aux femmes. On peut vous aider, on vous donne une tâche. Vous finissez, si vous êtes rapide. D'autres finissent à 10h, d'autres finissent à midi. On peut dire chaque femme fait 11 lignes. C'est-à-dire on compte 11 pieds. C'est fini, vous allez à la maison. D'accord. Mais que ça soit bien fait. Ça fait longtemps que vous faites le travail? Oui. Depuis combien de temps? 2 ans maintenant. 2 ans? Donc ça y est, vous êtes vraiment habitué. Vous êtes vraiment habitué alors maintenant au maniement de la machette. Et vous venez de loin pour venir travailler? Oui. Vous venez d'où? Voilà, ça va, faut pas dire. Maintenant ça va. Ne mettez pas les mains à côté. Hein. Pour produire du café, il faut tout d'abord faire germer des semences dans un récipient. Les pousses vont se développer dans des pépinières durant 4 semaines. Ensuite, elles sont plantées dans des champs. C'est ce qu'on appelle le planting. 12 mois plus tard, les premières cerises apparaissent. Une fois arrivées à maturité, celles-ci sont récoltées et séchées sur des claies, autrement dit des planches de séchage. Elles sont ensuite acheminées vers l'usine de transformation pour la torréfaction. Et le café est prêt. Jean-Baptiste Yeo est le directeur du site d'Aben Gourou. Tous les matins, il inspecte chaque plant et surveille le travail de ses équipes. Actuellement, nous sommes dans une parcelle de café industriel. C'est-à-dire que les arbres qui sont là ont été obtenus à partir des semences produites dans le champ semencier, dans un champ semencier café CNRA. Quand ils entrent en production, donnent ce que vous voyez là. C'est-à-dire une production dense. Vous voyez bien les arbres très chargés. C'est l'un des résultats de la recherche du CNRA. On parle de 3 tonnes à l'hectare. En milieu paysan, on est largement en dessous de la tonne. Pas de 500, 400 kilos, ça dépend de l'entretien que certains paysans donnent. Mais c'est du matériel vraiment à un niveau de production très bas. Tu as combien de femmes ici aujourd'hui? 17. Il y a 17 femmes. Et il y a des femmes qui ont déjà fini? Oui. Madame, voilà, mettez la machette en bas, voilà. Madame, est-ce que la liane là a été coupée? Vous voyez, quand vous voyez ça là, ne coupez pas la machette, mais tirez. Voilà, ça là, faut tirer. Non, vers toi là, là en bas là, ce que tu as coupé là. Voilà, arrache, voilà. Quand vous arrachez, là c'est mort pour toujours. Mais si vous coupez, c'est comme si vous avez repiqué, ça va repousser. Donc quand vous arrivez à la liane là, arrachez, vous voyez, voilà. Elle n'a pas bien arraché, mais elle a arraché. Voilà, quand vous arrachez comme ça,
c'est sûr que la liane va mourir. Mais si vous coupez, c'est comme si vous avez repiqué. Ah, je comprends. Vous savez, pour avoir de la bonne production de café, il faut du bon matériel végétal. Et le champ a été créé avec du matériel végétal créé dans nos laboratoires du programme Café Cola, qui lui est basé à Mans. Et les champs semenciers café donc produisent la semence qui est mise à la disposition des producteurs par le biais du Conseil Café Cacao. C'est aussi cette même semence-là que nous utilisons pour créer nos parcelles au niveau du CNRA, les parcelles que nous appelons les parcelles de valorisation. Ces plants ont été mis en terre en septembre 2017. Leur évolution dépend des conditions climatiques. Chaleur, lumière et eau garantissent une bonne récolte. Le CNRA apporte beaucoup, en ce sens qu'il ne peut pas avoir d'agriculture performante sans du matériel végétal performant. Donc tout le matériel végétal performant que vous trouvez aujourd'hui chez les producteurs comme chez les agro-industriels est parti, disons, a été créé par les chercheurs du CNRA. Je crois pour l'année en cours, c'est 30 tonnes de semences que le CNRA va mettre à la disposition du Conseil Café Cacao pour les producteurs. C'est le CNRA qui apporte la réponse aux besoins des producteurs du café. Vous êtes combien sur la ligne? 2 personnes pour une ligne. Ah, mais vous êtes mis ensemble pour finir ça? Et puis, ah, ok. Ce café 12 mois est une nouvelle variété mise à la disposition des paysans. On l'appelle la Robusta. C'est un savant mélange de café arabica et robusta. Une création 100% CNRA. Il répond à une demande des industriels. Non seulement il produit des graines très rapidement, mais il est également très productif et devrait permettre de relancer la caféiculture en Côte d'Ivoire. Comme le café 12 mois, les produits créés par le CNRA sont développés en laboratoire. Ici, les plants sont étudiés et analysés par des généticiens pour déterminer lesquels seront les plus dignes d'intérêt pour une production à grande échelle. Vous savez, les caféiers, il y a une vingtaine d'espèces. Et les caféiers les plus produits dans la zone ouest africaine sont les caféiers Canephora, connus sous le nom de Robusta. À partir de l'ADN que je vais sortir de ces feuilles, pourrais-je identifier dans le génome des régions qui vont me guider sur mes caractères d'intérêt, que sont le rendement, que sont la qualité du café, que sont par exemple la résistance à une maladie. Pour connaître toutes les caractéristiques d'un produit, il faut avant tout isoler son ADN. Pour cela, les feuilles sont broyées et passées dans une centrifugeuse. Une fois l'ADN isolé, les chercheurs seront en mesure de savoir quelles molécules sont les plus productives et les plus résistantes aux maladies. Ça nous permet de disposer d'informations pour voir d'abord quels sont les individus qui sont identiques. Si vous avez 1000 individus identiques au champ, est-ce qu'il est utile de payer de la main-d'œuvre pour conserver 1000 individus qui sont identiques alors que vous savez qu'un seul représente les 999 autres? Les informations que nous générons aident les équipes de terrain à des prises de décision. Mais il ne nous appartient pas d'aller sur le terrain, dire voici ce qu'il y a à faire. Il y a des équipes sur le terrain qui conduisent, qui observent et qui ont besoin d'informations complémentaires, qui ont besoin de support scientifique que nous produisons pour pouvoir prendre des décisions rationnelles. Les travaux des généticiens illustrent bien la relation qui existe entre le CNRA, les producteurs sur le terrain et ceux qui transforment ensuite les produits. Abidjan, 8h du matin. Site de transformation du café du CNRA à Bingerville. Ce docteur dirige ce centre depuis 5 ans. C'est ici que les grains de café issus de la production d'Abengourou sont acheminés. Hier, le site a reçu 10 tonnes de café. Tu vas bien? Ok. Et aujourd'hui? Oui, bon, on est sur nos activités. D'accord. Ok. Alors, il n'y a pas de livraison. J'ai parlé avec Cassie, il m'a dit que demain, il n'y a pas de livraison de Prosuma. Non. Mais il y a des livraisons des clients vendredi. Pour nos clients particuliers. Voilà, à Djamé, à Bobo, d'accord.
Bon, tu as préparé les cartons pour la DG? Oui, oui, oui. C'est prêt? Ok, d'accord. Et puis, et la torréfaction? Oui, bon, c'est en marche. C'est en marche. Bon, je pense qu'on va faire un tour. On va faire un tour à la torréfaction, voir un peu. La première préoccupation de ce docteur, savoir où en sont les livraisons de café. Ses clients principaux sont les enseignes de la grande distribution, des clients exigeants. Là, c'est ici qu'on stocke le café qui nous vient des stations. Ça, c'est le café marchand. Oui, oui, le café marchand, c'est le café qui n'est pas encore grillé. Lorsque les gens de la production en ont besoin, le magasinier, il fait peser d'abord. On va maintenant au triage. Alors ici, c'est le triage du café. Parce que le café, s'il n'est pas bien trié, si on n'enlève pas les mauvais grains, les grains noirs, souvent on a des pierres. Alors toutes ces choses-là doivent être retirées avant d'aller à la torréfaction. On utilise des tables inclinées appropriées pour cette opération. Mais ici, bon, on travaille dans des mauvaises conditions. Hein. C'est moyen de bord. Hein. Et alors ça change quelque chose au triage? Non, ça ne change rien parce que les trieurs sont formés. Ils savent, hein, c'est une opération qu'ils font tous les jours. Et vous faites ça, c'est combien d'heures par jour, le triage? Comme des fois 2 heures, 3 heures. Voilà. 3 heures par jour, il faut quoi? Il faut 3 heures pour faire un gros sac comme ça? Oui. Bon, des fois 100 kilos, des fois aussi ça varie, des fois à 90. Voilà, ça dépend du sac qui vient. Une fois délesté des éléments parasites, le café est envoyé à l'atelier de torréfaction où il sera grillé. Après 25 minutes de cuisson à 150 degrés, il a pris tous ses arômes. Une partie va être moulue, l'autre pourra être vendue en grains. Dans cette unité, 240 kg de café sont transformés chaque jour. Et afin de garantir le goût, une équipe procède à une dégustation. Ces spécialistes du café vérifient l'équilibre des arômes. On note l'intensité aromatique et après on note la qualité aromatique. Les entités, qu'est-ce qui dégage beaucoup l'odeur. C'est pas parce que ça sent fort que c'est forcément bon. Bon, après avoir noté l'arôme dans son intensité, dans sa qualité, il y a les autres éléments qu'il faut vraiment passer sur la lampe. Et là, il faut prendre le café à la cuillère et l'aspirer de façon à le vaporiser contre le palais. C'est ainsi qu'on aspire. Et là, instantanément, il faut pouvoir apprécier tous les paramètres. Aujourd'hui, 3 types de cafés différents sont dégustés, l'Arabica, l'Arabusta et le Robusta. Parmi les paramètres évalués, l'acidité, l'amertume, la densité ou encore la longueur en bouche. Un échantillon, il ne faut pas y passer plus de 2 minutes. Parce qu'au fur et à mesure que la température évolue, les caractéristiques varient, la perception varie aussi. Mon impression, le café, c'est à peu près la même chose, mais j'ai plutôt apprécié celui de... Ah, voilà. C'est celui de moi. Le café de montagne. On sent que l'altitude améliore le goût du café. Le goût du café, oui. C'est pour ça que l'Arabica, qui est un café d'altitude, même si on s'efforce à le produire en basse altitude, il ne va pas donner les mêmes claveurs intéressants comme dans sa zone de prédilection. L'État ambitionne de faire monter la production à 200 000 tonnes de café en 2020. Mais à ce jour, la Côte d'Ivoire produit un peu moins de 28 000 tonnes par an. Autre culture très prisée par les Ivoiriens, la banane plantain. Il n'est pas rare que le pays doive faire face à des périodes de pénurie de bananes entre mars et août. Le CNRA développe donc une nouvelle variété appelée contre-saison. Car contrairement aux bananes plantain classiques, cette variété entre en production entre avril et septembre. Une solution pour pallier aux pénuries sur les étals. Le CNRA, par le passé, a mené des expérimentations pour caler le cycle
de plantation du bananier, de sorte à récolter les régimes pendant la période de pénurie. Et donc en mettant en place les plantations dans les mois de mai à août, la récolte s'effectue dans la période de pénurie. Cette nouvelle variété a besoin d'un minimum d'eau, au moins 5 à 6 millilitres par jour. L'expérience a été réalisée dans le centre de la Côte d'Ivoire, des zones plus sèches où les bananes ne poussent pas habituellement. Effectivement, nous avons fait cela dans le cadre du projet WAP. Et nous avons cultivé la banane plantain jusqu'à Katiola, vous voyez la période de savane, la zone de savane, jusqu'à Bondoukou. Et effectivement, avec l'arrosage, pendant la période de sécheresse, on arrive à avoir des rendements intéressants. Cette expérience que vous faites te permet de faire quoi? C'est pour montrer aux paysans qu'en associant les deux technologies, c'est-à-dire la haute densité et la technique de contre-saison, ils peuvent tirer un meilleur profit du bananier. Donc le système d'arrosage qui constitue un frein n'est plus vraiment un frein, puisqu'à la fin, il maximise l'investissement qu'il a mis dedans, il arrive à récupérer en combinant les deux technologies. Grâce à ce système, 2500 plants par hectare peuvent être plantés. Des techniques mises en place pour garantir la sécurité alimentaire des Ivoiriens, au même titre que la diversification des productions. Il y a le chou, il y a les pastèques, qu'on peut conduire en 2 cycles jusqu'avant la récolte de la banane plantain. C'est donc une technologie aussi que le CNRA propose aux producteurs, rien que pour diversifier ses sources de revenus en attendant la récolte de banane plantain. Le matériel végétal produit dans les parcelles du CNRA est mis à disposition des agriculteurs. C'est le cas dans cette exploitation située à Azagué. 16 hectares de bananes contre saison y sont cultivés dans 4 plantations différentes. Est-ce que vous pouvez nous montrer votre système de production de matériel végétal ici là? Donc il n'y a pas de problème. Bon, allons-y. Nous leur avons appris à produire le matériel végétal. C'est ça qui est là. Nous leur avons appris à produire. Et eux, puisqu'ils savent produire maintenant, ils produisent leur propre matériel, soit pour leur propre utilisation, soit pour la vente. Ici, là, c'est déjà abandonné parce que ça, on a déjà pris les pieds, ils sont sains et on a déjà fait le planting. Ça, c'est déjà délaissé, on n'utilise plus. La banane plantain est la 3e culture vivrière du pays. Sa production annuelle est de plus de 1 500 000 tonnes. Chaque Ivoirien consommerait en moyenne 120 kg de bananes plantain par an. Et ici, c'est vraiment la plantation qui produit en contre-saison. Et vous allez voir la quantité de régimes sur les bananiers. Nous sommes sur leur parcelle et vous voyez les beaux régimes qui sortent à perte de vue dans la bananerie. Ça a été planté en juin dernier 2017. Et vous voyez, c'est des variétés spécifiques qu'on a grâce à la CNRA. Lui, par exemple, comme ça, on l'appelle le sassi, ici qui pèse, bien entretenu, bien nourri, il te donne au moins 35 kg. Nous faisons jusqu'à 2500 pieds à l'hectare. Bien entendu, les 2500 pieds ne peuvent pas être récoltés en même temps, parce qu'il y en a qui vont croître, il y en a qui ne vont pas croître, et ceux qui vont prendre du retard ne pourront pas être récoltés au même moment. On peut récolter combien de kilogrammes à un hectare? Nous pouvons faire facilement 30-35 tonnes à l'hectare. Retour à Aoutoué avec Félicien, le planteur de palmiers à huile. Il a récolté un peu plus de 3 tonnes en une journée. Il doit désormais se rendre dans un centre de pesée pour pouvoir jauger le poids de sa production avant de la vendre à des coopératives agro-industrielles. Après cela, Félicien se rend à la caisse pour conclure sa vente et encaisser son argent. Excusez-moi le dérangement. Il y a un monsieur du nom de Yapi Félicien qui a béni une tonne de 3 tonnes 140. Un poids de 3 tonnes 140. Ok, pas de souci. Merci, bonne journée, Dieu vous bénisse. Monsieur, on passe à la caisse.
D'accord, merci beaucoup. Le prix ce jour est de 47 francs CFA le kilo. Félicien va donc gagner 147 580 francs CFA. En Côte d'Ivoire, la filière palmier à huile fait vivre environ 2 millions de personnes, soit près de 10% de la population ivoirienne. Docteur Ité Wongbe, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes le directeur général du Centre national de recherche agronomique et on a vu dans le documentaire comment fonctionnait le CNRA, qui a aussi pour objectif d'assurer l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire d'ici 2020. Où en êtes-vous concrètement? Dire qu'on doit assurer l'autosuffisance alimentaire, c'est un peu trop. En fait, nous, on accompagne. Et de par nos résultats, nous pouvons effectivement assurer la productivité des cultures et donc, par conséquent, faire en sorte que la production soit importante et de qualité pour que nous puissions assurer justement la sécurité alimentaire. C'est le cas du riz, puisqu'aujourd'hui, par exemple, la Côte d'Ivoire est importatrice du riz et que donc, par conséquent, il faut, à l'orée de 2030 par là, la Côte d'Ivoire ambitionne d'être autosuffisante en riz. Mais pour ça, il faut quand même que nous puissions avoir des variétés de haut niveau, mais qui puissent aussi également respecter l'environnement dans la pratique, mais et aussi tenir compte de ce que tous nous savons, c'est-à-dire les changements climatiques, là, ces problèmes-là, et donc par conséquent, nous faisons en sorte de mettre quand même en place un certain nombre de variétés qui sont adaptées et qui ont une productivité importante. C'est pour ça qu'on nous parle d'assurer la sécurité alimentaire. Alors justement, l'État vient d'annoncer qu'il allait débloquer le budget de 3,1 milliards de francs CFA pour la reconstruction du CNRA. Qu'allez-vous faire de cette somme très concrètement? L'État a décidé de relever son appareil de recherche agronomique et le CNRA. Mais cela passe par plusieurs étapes. Ce n'est pas seulement ce que vous dites, mais c'est que nous avons, je crois, cinq phases, pour ne pas dire 5 topics sur lesquels il faut aller. C'est d'abord le patrimoine foncier du CNRA qui doit être sécurisé. Nous avons pratiquement 27 000 hectares de patrimoine foncier, mais qui sont généralement squattés, disons qu'ils font l'objet de beaucoup de... Et ça, la recherche doit se faire dans la tranquillité. Donc, par conséquent, l'État a pris la décision de pouvoir faire face à cela. L'objectif, c'est qu'en 2023, le CNRA doit être opérationnel à tout point de vue, mais en même temps être capable de s'autofinancer à hauteur de près de 46%. Alors, revenons sur le CNRA qui a été créé en 1998 suite à la fusion de différents centres de recherche spécialisés. 20 ans après, quel bilan faites-vous? La Côte d'Ivoire n'est pas première productrice du cacao au monde pour rien. C'est parce que c'est les résultats du CNRA avec le cacao Mercedes qui fait que nous sommes passés, par exemple, du cycle de production de 5 ans à seulement 18 mois. Mais ça, ce n'est qu'un exemple. Aujourd'hui, pour la relance de la caféculture en Côte d'Ivoire, le CNRA a mis au point une variété que nous appelons variété de 12 mois, c'est-à-dire nous sommes passés d'un cycle de production de 2 à 3 ans, nous sommes aujourd'hui à 1 an. Donc ça aussi, c'est un résultat. Alors les productions agricoles subissent des pertes importantes. Et ça touche tout type de culture, notamment 30% pour les bananes plantains, 40% pour les mangues, 25% pour le maïs. Pour quelles raisons exactement? Les pertes, je prends la banane plantain. Les pertes, c'est des pertes post de récolte. Mais ce qu'il faut, il faut la transformation. Aujourd'hui, nous avons des techniques qui nous permettent de conserver la banane plantain verte au-delà de 2 à 3 semaines. Le CNRA est détenu à 60% par le secteur privé. Si l'État a décidé de s'y impliquer, c'est parce que justement le secteur privé ne joue pas pleinement le rôle qu'il doit jouer. Mais pourtant, il bénéficie pleinement des résultats de vos recherches. Mais c'est pour cela que nous disons que nous avons demandé à l'État de s'y impliquer sérieusement et de pouvoir... Parce que la recherche scientifique n'est pas l'affaire du privé, c'est l'affaire de l'État parce que c'est une activité souveraine. Alors, le système de production et de commercialisation de la semence de palmier à l'huile bénéficie de la certification ISO 9001.
Est-ce votre seule référence en 20 ans d'activité? Aujourd'hui, le CNRA est passé mettre le producteur principal, le fournisseur principal des semences de cacao et des semences de café qui sont réclamées ou même alors demandées par toute la sous-région et même au-delà, mais pour lesquelles nous sommes tenus d'observer la politique ivoirienne en matière de semences. Donc par conséquent, ce n'est pas notre seule référence. Qu'est-ce que vous entendez par nous sommes obligés de respecter la politique ivoirienne? En matière de cacao, c'est une activité, enfin c'est une plante, j'allais dire, stratégique pour la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne souhaiterait pas quand même avoir des concurrences. Le CNRA dispose-t-il d'un système de veille sanitaire? Oui. Par exemple, le shoot and shoot, c'est le CNRA qui a rapidement découvert, et donc par conséquent, toute la politique aujourd'hui en matière de shoot and shoot, c'est le CNRA qui est leader. Je vais parler également du jaunissement mortel de cocotier au sud-est. Dès que ça a apparu, c'est le CNRA qui a découvert et qui donc aujourd'hui met tout ce qu'il faut pour que nous puissions lutter contre ces maladies. Alors, bien que productif, le cacao Mercedes dont vous nous avez parlé tout à l'heure, qui est une de vos semences améliorées, eh bien, elle ne constitue qu'une infime partie, finalement, des plantations ivoiriennes. Vos capacités d'approvisionnement sont-elles limitées? Mon potentiel de production en matière de semences de cacao, c'est 68 000 hectares chaque année. Mais ça, c'est à la demande du Conseil du café cacao qui dit « Je veux que pour chaque année, que vous me produisez telle quantité de semences parce que je vais contrôler la production de cacao en Côte d'Ivoire. » Quelles sont les mesures prises au niveau du CNRA pour la protection de l'environnement? Toutes nos variétés que nous mettons au point doivent respecter l'environnement. Même au niveau, par exemple, de l'utilisation même des pesticides, des engrais, de ceci, tout ça passe sous le contrôle du CNRA pour dire à la Côte d'Ivoire de ne pas importer n'importe quel produit, mais des produits qui respectent l'environnement. Le prix d'achat des semences améliorées de graines de palmier à huile ne cesse de grimper. Alors, ma question, ne craignez-vous pas que cela suscite un abandon de cette culture pour une autre? Le coût de production de notre graine, germée est de 416 francs. Pendant plus de 10 ans, nous avons vendu à 265 francs. Et vous allez faire les calculs, vous allez voir qu'on a un manque gagné qui a été de près de 14 milliards de francs CFA. Donc nous avons accompagné le développement. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de tenir compte du coût de production de cette graine. Notre mission, c'est comme je l'ai dit, je le répète, était d'accompagner l'agriculture. Et pour ça, la Côte d'Ivoire, par exemple, la Côte d'Ivoire ne voulait pas quand même que les paysans puissent payer des semences trop chères. Donc le CNRA ne cherche pas à faire de profit? Non, nous, c'est pas ça. Moi, une chose certaine, c'est que si j'ai un budget de 15 milliards par an, à la fin de l'année, ce n'est pas pour aller faire des bénéfices, mais c'est plutôt faire en sorte que ces 15 milliards servent à effectivement non seulement conduire mes programmes de recherche, mais également à intéresser les chercheurs et à faire un certain nombre de choses. Donc, le surplus sera juste de quoi continuer mon autofinancement. Le CNRA est sur le point de changer de statut. Qu'en est-il concrètement? Au départ, le CNRA était une société anonyme à participation minoritaire de l'État. C'est-à-dire que le capital était détenu à 40% par l'État et 60% par le privé. Mais aujourd'hui, l'État s'impliquant là-dedans, la tendance va changer. Nous serons maintenant une société anonyme, mais à participation majoritaire de l'État. C'est-à-dire que l'État va détenir 60% de l'action, de l'actionnariat, et les privés 40%. Mais ça n'a pas un impact négatif sur la recherche. Au contraire, nous allons, comme je l'ai dit, avoir suffisamment de moyens pour nous permettre justement de nous attaquer à plus d'essentiel. Et l'essentiel, c'est nos activités de recherche. Et non pas passer plus de 80% de notre temps à rechercher des financements. La Côte d'Ivoire s'oriente-t-elle vers un développement de la culture vivrière ou de la culture de rente? Les deux. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se propose de pouvoir transformer 35% de son cacao. Et ça,
ça va créer de la richesse, mais ça va créer des emplois et permettre justement à ce que nous ne soyons pas totalement dépendants des marchés mondiaux. Comment envisagez-vous l'avenir du CNRA? L'avenir du CNRA est pour moi très radieux. Et c'est-à-dire que les moyens qui sont donnés vont permettre au CNRA de pouvoir être encore plus performant, mais encore accompagner résolument la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Dr Ité Wongbe, merci de nous avoir reçus, nous avoir ouvert les portes du Centre national de recherche agronomique. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de Soprod et à la RTI de m'avoir aidé à préparer cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, exactement le jeudi 5 juillet, pour notre dernière émission de la saison, qui sera consacrée à une institution que je connais très bien, la RTI, qui pour la première fois a accepté d'ouvrir ses portes aux équipes de 52 minutes pour comprendre. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous exceptionnel. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur RTI 1.